Je voudrais maintenant donner la parole à nos modérateurs, nos modératrices, qui vont donc inaugurer cet événement. Cornelia, je vous en prie, vous avez la parole. Ja, herzlich willkommen zur Veranstaltung der Europäischen Stiftung Transform zum Thema das Recht auf gutes und bezahlbares Wohnen für alle. Berlin. Soyez les bienvenus à notre événement sur le droit à un logement de qualité et abordable pour tous et toutes. Je suis Cornelia Hildebrandt. J'ai ici à mes côtés ma collègue Marga de Transform et de la gauche européenne. Il s'agit d'un réseau rassemblant une trentaine d'organisations. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation, de l'analyse, des questions fondamentales, politiques, mais également les infrastructures sociales. La question du logement et le logement est un droit de l'homme, comme le stipule l'article 11 de la Charte sur les droits de l'homme. Vous avez également la convention qui a été ratifiée par 171 pays. Ce droit est également consacré dans le droit, dans l'article 16 de la Charte européenne et dans l'article 31 de la Charte européenne sociale revue. Les réalités au sein de l'Union européenne sont bien différentes. Entre 2010 et 2019, il y a eu effectivement une augmentation de 13% au sein de l'Union européenne. Le rapport approuvé par les parlementaires européens en janvier 2021 nous parle d'une pénurie de logements abordables au sein de l'Union européenne. Les prix des propriétés ont augmenté à un rythme effréné. Nous voyons qu'il y a même une augmentation de 5% dans certains cas, mais d'un autre côté, il y a eu très peu de dépenses gouvernementales dans ce domaine, seulement 0,06% du PIB. Au mois de janvier de cette année, le Parlement européen a adopté une résolution demandant aux États membres de reconnaître le logement abordable comme droit humain fondamental. On a également demandé de développer une législation dans ce domaine. La résolution établit également l'objectif de mettre un terme à la problématique des sans-abri et de résoudre ce problème de pénurie de logement en développant des stratégies, en travaillant sur le marché du logement et en investissant davantage dans les logements beaucoup plus énergétique et plus abordable. Tous les gouvernements sont censés travailler sur ce point, mais visiblement, il est important d'exercer une pression sur les gouvernements pour que les choses bougent. Nous avons également besoin d'initiatives citoyennes. Il est important de travailler avec les syndicats également pour faire pression sur le gouvernement pour aborder la problématique du logement et pour lutter contre la discrimination sur le marché du logement. Dans plusieurs villes européennes, des centaines de personnes ont décidé de manifester pour obtenir ce droit à un logement de qualité et abordable. C'est un sujet extrêmement important. Il est important de lutter contre les déplacements, contre le fait que les personnes ne soient vraiment sans abri. On voit qu'il y a de plus en plus de loyers extrêmement élevés, extrêmement onéreux, que l'on ne peut plus se permettre. On lutte également contre la privatisation des logements publics. À Berlin, des signatures, une pétition tourne actuellement de façon à ce que les grandes sociétés de logement redeviennent à nouveau publiques. Je dirais que nous allons revenir sur la décision de la Cour constitutionnelle prise en Allemagne. La Cour constitutionnelle fédérale en Allemagne a dit qu'en fait c'est le niveau fédéral, le niveau du gouvernement fédéral qui doit assumer ses responsabilités.
On voit qu'effectivement, il y a là un revers pour les locataires en Allemagne, mais également dans les autres États fédéraux. Alors bien entendu, nous ne devons pas rester les bras croisés. Je pense qu'il est important de trouver de nouvelles options et de mettre tout en œuvre pour mettre un terme à ces augmentations des loyers. Puisque la question des loyers se trouve au cœur des préoccupations des partis de gauche, pas uniquement en Allemagne, parce que je sais que c'est le cas également dans les autres capitales européennes. Vous avez là des partis qui sont directement impliqués dans la question des logements et du développement. Je sais très bien que les conditions varient d'un État membre à l'autre. Il y a un problème lié également aux compétences des différentes instances. Parfois, ce sont les régions qui ont les compétences. Parfois, c'est l'État centralisé, comme c'est le cas en France ou en Espagne. Ou parfois, vous avez une structure fédérale, comme c'est le cas en Allemagne. Nous voyons que les ratios entre les logements occupés et inoccupés sont très différents. En Espagne, par exemple, le pourcentage d'appartements qui sont dans les mains de propriétaires, le pourcentage n'est pas du tout le même qu'en France, par exemple. Cela veut dire qu'il y a vraiment de grandes différences d'un pays à l'autre. Les différences deviennent relatives lorsque l'on regarde les villes, Berlin, Paris, Bruxelles, Madrid par exemple. Essayons de voir ce qu'il serait possible de faire au niveau local maintenant. Comment pourrions-nous exercer une pression de façon à ce que des sociétés d'investissement comme BlackRock par exemple ou Deutsche Wohnen puissent être influencées? Serait-il possible d'en faire un combat européen? Quid des interventions publiques et juridiques? Quels sont les instruments à notre disposition ou les instruments qu'il faudrait développer? Et comment pourrions-nous également apprendre de la créativité que l'on peut trouver peut-être chez nos voisins? Bien, sur ces quelques mots, je voudrais vous dire que je suis ravie de pouvoir compter sur la participation de Katina Schubert du parti Die Linke, de Yann Brossa du parti communiste français qui représente Paris, Françoise de Smet du parti PTB en Belgique, mais également Mauricio Valiente du parti Izquierda Unida et le parti communiste espagnol. Je suis vraiment ravie de vous souhaiter la bienvenue. Je pense que Katina Schubert sera la première à prendre la parole. Katina Schubert est membre du parti Die Linke, qui est le parti pouvoir à Berlin depuis 2016. Elle est députée depuis 2016. Elle est à la tête également de la division régionale qui s'occupe de ce sujet des logements et elle a toujours lutté en faveur du droit à un logement de qualité. Katina, je voudrais maintenant vous donner la parole pour votre première intervention. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre correctement. Parfait. Alors cela veut peut-être dire que je n'ai pas besoin d'utiliser mon casque et mon micro, dit l'oratrice. Bien, en tous les cas, je suis ravie d'être parmi vous. Je vois qu'il y a énormément de participants. Nous sommes 90 pour un vendredi soir, juste avant un long week-end. Eh bien, c'est un signe vraiment très positif. Alors effectivement, la ville de Berlin est probablement assez différente des autres villes en Allemagne, puisque plus de 80% des appartements sont loués, ne sont pas occupés par les propriétaires. C'est la raison pour laquelle il est important vraiment de mettre un terme à cette flambée des prix des loyers à Berlin. En 2008-2009, lorsque la crise économique et financière nous a frappés, nous avons connu un moment décisif parce qu'effectivement, là, on cherchait de nouvelles options d'investissement. Nous avons vu que l'immobilier, visiblement, semblait être une très belle opportunité d'investissement à Berlin.
Nous avons vu ce processus de gentrification. Effectivement, on a vu que les gens vraiment partaient vers les faubourgs, vers les zones périphériques de la ville de Berlin. Tous ces faubourgs étaient jusqu'alors des zones abordables, mais malheureusement, depuis lors, ce n'est plus le cas. Alors, comme vous venez déjà de l'entendre, notre parti, Die Linke, depuis 2016, a fait partie du gouvernement régional en coalition avec les Verts et le Parti social-démocrate. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de développer des outils, des instruments nous permettant justement de mettre un terme à cette augmentation des prix des loyers au niveau local dans un premier temps et au niveau national, évidemment. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Nous avons donc ce gouvernement de coalition en Allemagne. Malheureusement, ce gouvernement, aujourd'hui, n'est pas en mesure de prendre des mesures efficaces par rapport au développement que l'on voit au niveau des loyers. Je pense qu'il est important que les politiques agissent de façon à ce que ce droit à un logement de qualité devienne la réalité pour tous les citoyens. Le logement est un droit fondamental. Il est essentiel de pouvoir apporter un toit finalement aux citoyens, pas uniquement un refuge, c'est un droit essentiel. Et donc ce droit à un logement de qualité et abordable est vraiment primordial. Nous essayons de trouver des solutions, nous essayons de voir ce qu'il est possible de faire puisque le gouvernement au niveau local actuellement n'est pas très actif. Nous essayons de trouver des solutions pour pouvoir réglementer les prix également. Il existe toute une série de dispositions qui existent dans ce domaine. Nous avons le Code civil, par exemple. Nous avons également une loi en matière de logement et une autre loi en matière de prix des loyers. Je vois que la tendance se situe plutôt au niveau national. On essaye d'agir au niveau national, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un droit régional en Allemagne. Et donc, de nouveau, nous essayons de plafonner les loyers dans la ville de Berlin. Alors, évidemment, ce n'est pas simple. Nous avons pris conseil auprès de plusieurs experts juridiques parce que nous savions très bien que nous allions devoir introduire une réglementation qui allait être en concurrence avec la législation fédérale, donc nationale en ce qui nous concerne. Nous avons également essayé de ne pas interférer dans le droit civil, mais malheureusement, nous avons eu tort parce que lorsque nous voyons maintenant la décision de la Cour constitutionnelle, eh bien, cette décision ne prend pas compte du tout du contexte dans lequel nous voulions justement plafonner ces loyers. Évidemment, il y a un problème là de compétence. Il est important de se pencher sur les différentes compétences et sur ce que nous avons la possibilité de faire au niveau des régions. La Cour constitutionnelle fédérale a statué en disant que cela ne faisait pas partie de nos compétences. Or, la Cour constitutionnelle fédérale est la Cour la plus élevée, je dirais la Cour vraiment suprême finalement en Allemagne. Donc, nous avons dû introduire des amendements pour essayer de plafonner les loyers, au moins pendant une première période de 5 ans. Ça, c'était vraiment notre idée. On voulait qu'effectivement, il y ait ce plafond des loyers. Nous avons vu que, voilà, à partir de 2022, peut-être qu'il est possible d'envisager une toute petite augmentation d'1,2 ou d'1,3%, ce qui correspond à l'augmentation de l'inflation. Deuxième élément important,
le fait d'introduire effectivement ce plafond, cette limite supérieure au loyer à ne pas dépasser. Et là, nous avons utilisé comme base les chiffres de 2013. Voilà, je dirais qu'il s'agit là vraiment d'une étape très très importante. Nous avons essayé d'influencer le développement du marché. Alors, à Berlin, le fait d'imposer cette limite au loyer est vraiment, je dirais, une situation que l'on a toujours connue, que ce soit à Berlin-Est ou Berlin-Ouest. Ensuite, évidemment, nous aimerions avoir la possibilité de réduire les loyers si on arrive à des niveaux vraiment excessifs. Cela signifie que nous avons voulu introduire un droit d'ingérence quelque part dans les contrats existants. La conséquence de cela a été vraiment la réduction de nombreux loyers. Cela veut dire que le marché était vraiment exagéré d'une certaine façon. Et vous aviez là énormément de personnes qui signaient des baux, qui signaient des loyers. Or, les montants étaient vraiment beaucoup trop élevés pour eux. Effectivement, il existe plusieurs approches pour introduire ces plafonds. Nous pensons qu'il est important vraiment de mettre un terme finalement à cette exagération des prix des loyers. Nous savons qu'il est important de travailler également avec les grands investisseurs qui sont actifs sur ce marché de l'immobilier. Il y a énormément de tendances sur ce marché et nous savons très bien qu'il est important vraiment de limiter ces augmentations de prix pour garantir le droit constitutionnel au logement. Les Verts également voulaient vraiment mettre le haut là et voulaient vraiment avoir une influence sur cette exagération des prix. Le Parti des Verts, en collaboration avec nous dans le cadre de cette coalition, on a également essayé de lutter contre cette situation à Berlin. Je pense que nous devons également parler ici de l'influence exercée par les associations de locataires. Il y a énormément d'organisations de locataires dans notre ville. Et nous avons eu la possibilité vraiment de compter sur leur soutien. Ils ont également exercé une pression pour qu'il y ait une limite maximale appliquée au loyer, un plafonnement. Ce plafonnement des loyers représente vraiment une mesure très très importante. Il y a quelque part une ingérence avec le droit privé. Nous avons finalement abordé là de nouveaux domaines. Le droit de la propriété est considéré vraiment comme étant quelque chose de très très important en Allemagne. La perception qui en effet est très très élevée, très importante. La Cour constitutionnelle n'a pas vraiment dit et n'a pas vraiment statué qu'un plafonnement des loyers était illégal. Non, la Cour constitutionnelle n'est pas allée jusque-là, elle n'a pas dit cela. Et donc, si nous, en tant que région, nous n'avons pas le droit de le faire, eh bien, il faut trouver alors ce plafonnement des loyers au niveau fédéral, si on ne peut pas y arriver au niveau régional. Et donc, cela veut dire que cette mission, quelque part, est transférée au niveau supérieur, ce qui nous permet, quelque part, d'alléger la pression exercée sur nos épaules également. Je pense que c'est quelque chose qui est valable, pas uniquement pour Berlin, mais pour d'autres grandes villes en Allemagne, Francfort, Cologne, et probablement que c'est le cas également dans les autres villes qui sont très souvent des destinations touristiques. Il est très très difficile à Berlin de trouver vraiment un logement qui soit véritablement abordable. Surtout lorsque, malheureusement, vous percevez un petit salaire. Nous devons avoir la possibilité d'intervenir également sur une base réglementaire. Si nous voyons que le marché, par exemple, est très tendu, oui,
Merci beaucoup, Katina. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps qui vous était imparti. Voilà, nous sommes bien à l'heure. Et je pense que là, nous avons quand même déjà entendu pas mal de contenu. Je suis convaincue que cela va générer quelques questions. J'ai également oublié de vous dire que nous allons donner la parole à 4 orateurs. Vous avez la possibilité également de leur poser des questions dans le fil de conversation, dans la messagerie, où vous pouvez tout simplement demander à prendre la parole et mon collègue Roland Kulke me fera un petit signe et pourra également vous donner la possibilité de prendre la parole. Lorsque nos 4 panélistes auront terminé, eh bien vous pourrez également rejoindre la discussion. Je voudrais maintenant que nous passions à la France. Nous allons donner la parole à Yann Brossard du Parti communiste français. Depuis 2014, vous êtes également adjoint au maire de Paris, responsable de la protection des réfugiés. Entre autres, je pense que Yann est connu pour son engagement dans ce domaine. Vous avez également rédigé un ouvrage sur ce sujet en dénonçant les effets néfastes de cette économie. Et Yann, nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Je vous donne 10 minutes. Merci beaucoup. Très heureux de pouvoir échanger avec vous. Je m'appelle effectivement Yann Brossard, je suis adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés depuis 7 ans maintenant. C'est le deuxième mandat que j'occupe et par ailleurs porte-parole du Parti communiste. Très heureux de pouvoir échanger avec vous sur les enjeux du logement dans une ville que vous connaissez, Paris, qui est une ville qui a de nombreuses spécificités en matière de logement. C'est une ville qui est composée aux 2 tiers de locataires, 2 tiers de locataires pour 1 tiers de propriétaires. Une ville dans laquelle le niveau des prix est très élevé, à la fois à la location et à l'achat. Et une ville qui a par ailleurs cette spécificité d'être la ville la plus dense d'Europe, c'est-à-dire que c'est une ville qui est relativement petite en superficie et dans laquelle la population est très serrée et dans laquelle on a peu de possibilités de construire des logements neufs. Donc c'est une ville qui est très marquée par un décalage entre une offre relativement restreinte et une demande très importante, ce qui explique ce niveau très élevé des prix à la fois à l'achat et à la location. Et depuis plusieurs années maintenant, depuis le début des années 2000, depuis que Paris est dirigé par une majorité de gauche, avec des socialistes qui sont majoritaires, mais aussi des écologistes et des communistes, depuis le début des années 2000, une politique active a été menée à Paris qui vise à faire en sorte que notre ville reste une ville accessible pour les catégories moyennes et pour les catégories populaires. Pour le résumer simplement, cette politique du logement, elle repose sur 2 principaux piliers. Un premier pilier qui est une politique de développement du logement social, une politique de développement du logement public, et c'est ce qui nous a permis à Paris depuis une vingtaine d'années maintenant de passer de 13% de logements publics à quasiment 1/4 de logements publics. Aujourd'hui, à Paris, il y a quasiment 1/4 de la population qui vit dans des logements qui ne relèvent pas du marché privé. Ce sont des logements qui appartiennent à des bailleurs sociaux qui sont liés à la ville de Paris. C'est-à-dire que 1/4 de la population parisienne est du même coup protégée du marché et du même coup protégée de la spéculation immobilière. Et donc ça, c'est une politique très active que nous menons qui consiste à produire massivement du logement public, du logement social, qui s'adresse à la fois aux catégories les plus pauvres, aux catégories les plus précaires, mais aussi à des catégories moyennes, à des infirmiers, à des enseignants, à des policiers,
à des caissières, à toutes ces catégories-là qui appartiennent à ce qu'on appelle les classes moyennes et qui ont du mal à se loger dans le parc privé. Et notre ambition à terme, c'est d'arriver à Paris à 30% de logements publics d'ici 2030. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. En 2030, 30% de logements publics. Et cette politique de développement du logement social, elle passe par beaucoup de leviers. Évidemment par de la construction neuve, là où c'est encore possible, là où il y a encore des terrains constructibles, mais elle passe aussi par de la transformation de bâtiments existants, notamment de la transformation d'immeubles de bureaux en logements, c'est-à-dire que la ville de Paris rachète des immeubles de bureaux et des immeubles de bureaux vides et elle les transforme en logements. Et en logements sociaux. Et notre conviction, c'est que dans la période de crise que nous connaissons, de crise économique, période qui est aussi marquée par le développement du télétravail, nous aurons des besoins en bureaux qui vont réduire, qui vont diminuer, et que nous aurons donc davantage de possibilités de racheter ces immeubles de bureaux pour les transformer en immeubles de logements sociaux. Et donc, pour nous, la politique du logement, c'est d'abord une politique de développement du logement social, de politique de développement du logement public. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'une très grosse majorité du budget du logement est consacrée à ce rachat d'immeubles, à ce rachat de terrains pour développer du logement social. Et d'ailleurs, le logement, c'est le premier budget d'investissement de la ville de Paris. Donc, le premier pilier pour nous, c'est le développement du logement social et c'est pour nous l'élément le plus important d'une politique du logement efficace. Et puis, deuxièmement, le deuxième pilier de cette politique, c'est la régulation du marché privé. C'est les outils que nous mettons en place pour faire en sorte que les prix du logement privé ne soient pas trop déconnectés par rapport aux revenus des familles. Et nous avons de ce point de vue-là agi sur plusieurs éléments. D'abord, comme à Berlin, sur inspiration d'ailleurs de ce que faisait Berlin, nous avons mis en place un encadrement des loyers privés, c'est-à-dire que nous avons fixé des limites au niveau des loyers privés. Et donc ça existe depuis maintenant 2 ans, ce système d'encadrement des loyers, de régulation des loyers depuis juillet 2019. Et nous commençons à avoir une petite baisse du niveau des loyers à Paris, ce qui est une bonne nouvelle. C'est encore une baisse trop faible, mais enfin, en tout cas, la tendance, elle est à la baisse. Et je m'en réjouis parce que le niveau des loyers à Paris avait atteint des prix complètement délirants et déconnectés par rapport aux revenus, y compris de cadres ou de professions même très bien installés dans la vie. Donc, régulation, encadrement des loyers. Et puis, deuxième travail que nous avons mené, c'est un travail qui vise à limiter le développement des locations touristiques de type Airbnb, parce que nous avons constaté depuis 2014-2015 une augmentation énorme de ces logements dédiés à l'accueil des touristes, c'est-à-dire que c'était des logements qui avant étaient loués à des Parisiens, à des habitants, à des travailleurs, et qui ont basculé vers de la location touristique parce que les propriétaires y ont vu une source de rentabilité plus forte. Et donc, nous avons mis en place, comme beaucoup d'autres villes européennes, des outils de régulation pour éviter le développement de ce phénomène et pour limiter le développement de ces locations touristiques. Ça nous a d'ailleurs valu un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, recours que nous avons gagné. Et donc, nos outils de régulation ont été heureusement sauvés et ont été confortés par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et d'ailleurs, le constat que nous faisons, comme d'autres villes,
c'est que depuis un an, depuis le développement du Covid, on a eu une baisse très sensible de ces locations touristiques et une augmentation très sensible du nombre de logements loués à des Parisiens, et donc une augmentation de l'offre de logements qui est totalement liée à la baisse du niveau des touristes. Donc ça montre bien qu'il y a un lien entre Airbnb et la situation du logement. Et quand on a moins de logements Airbnb, on a plus de logements qui sont disponibles pour les habitants. Voilà en gros les deux piliers de notre politique du logement, à la fois le développement du logement social et l'intervention sur le secteur privé. Et ma conviction, c'est que sur ces sujets, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. C'est vrai qu'en France, la question de la régulation du secteur privé est une question qui est relativement peu traitée et qu'on a peu d'outils. On a eu peu d'outils jusqu'à ces dernières années pour réguler le niveau des prix dans le secteur privé parce qu'on a un attachement culturel dans la société française très fort au droit de propriété. Et donc, nous avons cherché à faire bouger ces lignes et je serais très heureux de pouvoir m'inspirer d'autres politiques menées à l'échelle de l'Union européenne pour faire en sorte qu'on avance ensemble sur ces questions-là qui nous tiennent très à cœur à Paris. Jan, ich danke dir für deine Worte und für deinen Beitrag. Also, ich denke, wir können Bien, da. merci. Merci beaucoup. C'est une excellente contribution. Merci. Nous avons prêté grande attention à ce que vous avez expliqué. Nous aurons bien sûr des questions pour vous tout à l'heure et des questions qui me venaient à l'esprit que je poserai certainement aux autres intervenants également. Maintenant, nous nous tournons vers la ville de Bruxelles, en Belgique. Nous avons parmi nous Françoise de Smet. Alors, Françoise est membre du PTB. Alors, le PTB, aujourd'hui, est un parti qui fonctionne assez bien. Au niveau national, ils ont 19% des voix. Et ça, c'est lié effectivement à leur positionnement social. Alors, donc, elle est membre, bien sûr, du PTG. Le PTB, c'est un parti national. Elle est présente dans la région de Bruxelles-Capitale. Françoise, je vais vous donner la parole. Vous allez nous expliquer la campagne en Belgique, la campagne que vous avez réalisée là-bas, sur base législative, bien sûr. Donc, vous parlez pétition, action, bien sûr, sur le terrain. Vous faites partie de ces personnes qui participent à ce combat pour réduire le prix des loyers. Voilà, vous avez la parole. Oui, tout à fait. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok. Merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, bonsoir à tous et toutes qui êtes présents. Donc, je vais peut-être remettre un petit peu le contexte bruxellois en avant, parce que je ne sais pas si tout le monde situe bien ce qui se passe chez nous. Et donc, on a évidemment un code du logement à Bruxelles où il est inscrit dedans que normalement, chacun a droit à un logement décent, mais la réalité est évidemment tout autre. Alors, à Bruxelles, on compte 60% de locataires. Donc, c'est moins qu'à Berlin, mais c'est beaucoup plus que la moyenne en Belgique où on a un taux de propriété qui est assez élevé dans notre pays. Alors, à Bruxelles, les loyers ont augmenté de plus de 20% au-dessus du coût de la vie depuis 2004. Donc, on a vraiment un décrochage entre l'évolution des loyers et l'évolution des salaires. Et donc, la moyenne des loyers qui sont sur le marché à l'heure actuelle atteignent facilement entre 1 000 et 1 100 euros par mois. Mais par contre, évidemment, les salaires de la population à Bruxelles, eux, n'ont pas du tout suivi cette évolution et on est dans une région avec vraiment de très fortes inégalités sociales. Et donc, on est la 5e région la plus riche d'Europe, mais en même temps, on a un Bruxellois sur 3 qui vit avec des revenus sous le seuil de risque de pauvreté. Donc, c'est vraiment pour vous montrer le décalage important qu'il y a entre la capacité des gens à pouvoir payer leur loyer et cette augmentation des loyers qu'on connaît évidemment partout en Europe. Et donc, on a la part des revenus qui sont dédiés au loyer qui n'arrêtent pas d'augmenter d'année en année.
et on a la moitié des locataires qui doivent consacrer entre 40 et 65% des revenus totaux du ménage pour le loyer. Alors qu'on dit souvent qu'il ne faut pas dépasser un tiers des revenus pour pouvoir vivre correctement. Et donc, on a de plus en plus de familles qui doivent faire le choix entre se soigner, se nourrir correctement ou payer le loyer, ce qui est évidemment pour nous une situation intolérable. C'est la question de l'augmentation des loyers, donc c'est un facteur qui aggrave, un des facteurs principaux qui aggrave la pauvreté à Bruxelles. Et donc, la difficulté d'accès au logement est responsable du surendettement, qui est de plus en plus important, et aussi du nombre croissant, évidemment, de sans-abri dans nos rues. Donc, en 2020, on en a dénombré 5300. C'est une augmentation de quasi 30% par rapport à 2018. Et alors, la situation est très tendue parce que d'un autre côté, on a la part de logements sociaux en région bruxelloise qui est très faible. Donc ça, c'est quand même une grosse différence aussi par rapport à d'autres villes européennes. On a seulement 7% de logements sociaux dans le parc locatif. Alors qu'on a en fait 250 000 ménages qui devraient normalement avoir accès à un logement social, mais il n'y en a que 39 000 qui sont disponibles. Et on a à l'heure actuelle 49 000 familles qui sont sur la liste d'attente. En 2007, elles étaient encore seulement que 27 000. Et donc, il faut attendre en moyenne 10 ans avant d'avoir accès à un logement social. Et donc, la conséquence de ça, c'est que les familles doivent aller sur le marché privé pour se loger et avec l'évolution explosive des loyers, ont de plus en plus de difficultés à se loger. Et on a, par exemple, de plus en plus de témoignages de gens avec une famille avec des enfants et qui nous disent, voilà, on est obligé de se loger dans un appartement avec une seule chambre, avec nos enfants. On dort tous dans la même pièce parce qu'on ne sait plus payer quelque chose de plus grand. On a eu récemment, par exemple, à Bruxelles aussi, un incendie mortel dans la commune d'Anderlecht, où il y a eu en fait un incendie dans un immeuble où la densité de population était bien au-dessus de ce que l'immeuble était capable d'avoir. Et donc, on a une demande sur le marché privé qui est très forte, mais pour la tranche de logements abordables, avec une offre évidemment qui est très petite. Et c'est une situation qui augmente aussi fortement la concurrence entre les locataires et aussi les discriminations au logement. Et donc, on voit par exemple les propriétaires qui n'hésitent plus à mettre dans les annonces sans scrupule. On ne veut pas de gens au CPS, donc chez nous, c'est le revenu d'intégration sociale, c'est vraiment les allocations de base quand on n'a pas de travail, qui exigent des contrats à durée indéterminée, qui n'acceptent pas les enfants, donc c'est mis carrément texto dans les annonces. On a beaucoup de témoignages de mamans seules qui nous disent, voilà, nous, on est obligé de mentir, de dire qu'on n'a pas d'enfants, en fait, parce que sinon, on est d'office exclu pour avoir un logement. Et alors, ne parlons pas non plus, évidemment, du racisme. Donc, Bruxelles est une des villes les plus multiculturelles au monde. Et donc, quand on a, évidemment, un nom à connotation étrangère, j'aime autant vous dire que c'est encore plus difficile de trouver un logement. Alors, on a plein de témoignages. Je vais vous expliquer, par exemple, l'histoire de Kenza. Elle a dû quitter Bruxelles avec sa fille parce qu'elle n'arrivait plus à payer les loyers. Maintenant, sa fille est grande, elle veut revenir en ville. Mais elle ne sait mettre que 750 € pour son loyer et elle tombe sur des propriétaires qui exigent des fiches de paye, la fiche des impôts, un certificat de bonne vie et mœurs, un contrat de travail à durée indéterminée. Et Kenza est invalide et donc elle est aussi obligée de mentir et dire qu'elle voilà, elle invente qu'elle est secrétaire en arrêt maladie parce que sinon elle est d'office exclue pour trouver un logement. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Mais je pense que ça a déjà été dit. Donc, il y a eu un grand changement dans la production du logement ces dernières années. Donc, dans les années 80 à Bruxelles, les pouvoirs publics produisaient encore pas mal de logements publics et cette tendance s'est complètement inversée. Et c'est à l'heure actuelle, évidemment, de grosses sociétés privées, de grosses sociétés immobilières qui produisent du logement et évidemment pas n'importe quel logement. Donc, on l'a déjà expliqué tout à l'heure, l'immobilier est devenu un investissement refuge qui est là pour faire du rendement. Et donc, on voit des capitaux, parce que derrière ces sociétés immobilières, il y a des banques, il y a des holdings financiers qui investissent pour avoir du rendement.
Et donc, on voit plein de projets de haut standing qui poussent comme des champignons à Bruxelles, mais qui sont totalement impayables pour la population qui y vit. Alors, on a eu aussi des gouvernements régionaux successifs qui en fait, n'ont appliqué aucune règle par rapport à ces sociétés immobilières et qui les ont un peu laissé s'installer et laisser faire cette production de logements de haut standing. Et donc, on a par exemple un projet très symbolique qui s'appelle le projet de Tour et Taxi. On avait en fait un terrain public au départ qui a été vendu pour une bouchée de pain à une société privée et qui va produire maintenant pour une valeur de plus d'1 milliard d'euros sur ces terrains. Au départ, on avait les plans d'aménagement qui prévoyaient 20% de logements sociaux et aujourd'hui, en fait, il y en aura 0. Et donc, on voit que voilà, il n'y a pas de règles qui sont établies par les pouvoirs publics alors que ce sont eux principalement qui doivent les faire appliquer. Et en fait, ils sont quand même aussi dans une logique d'attirer en fait des populations plus aisées à Bruxelles parce qu'ils ont un problème de budget et de fiscalité. Et donc, ils espèrent avoir des rentrées supplémentaires comme ça. Mais alors, évidemment, on a le phénomène de gentrification qui est là. Et au lieu d'aider les populations sur place, en fait, ils sont en train de les chasser vers l'extérieur parce qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre à Bruxelles. Et donc, on a un marché complètement dérégulé, avec des loyers qui ont été tirés fortement vers le haut par ces logements de haut standing qui servent d'investissement. Et d'un autre côté, on a un taux de logements sociaux tellement faible qu'évidemment, ça ne fait pas pression non plus sur le marché privé pour que les loyers baissent. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'encadrement des loyers est nécessaire à Bruxelles. C'est vraiment une mesure d'urgence dont on a besoin. On voit que ça fonctionne. Paris le montre bien. Et c'est aussi une mesure qui ne coûte presque rien au pouvoir public. Et donc, aujourd'hui, dans les temps budgétaires compliqués qu'on connaît, ça nous semble vraiment la mesure d'urgence à appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit en fait dans notre proposition? Donc, il y a déjà eu évidemment des pressions du terrain, des associations qui défendent le droit au logement depuis des années. Avec le PTB, on milite aussi depuis longtemps pour un encadrement des loyers. Le résultat, la première étape de ça, c'est qu'il existe une grille des loyers, donc avec des critères, le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces, la taille, l'endroit du logement, etc., qui donne une indication sur le loyer qui devrait être appliqué. Mais cette grille, elle n'est qu'indicative. Donc, on voit qu'elle n'a en fait, pour le moment, aucun effet sur le marché privé pour faire baisser les loyers. Et donc, c'est notamment une critique des organisations de lutte contre la pauvreté et des organisations pour le droit à l'habitat que cette grille n'est pas contraignante et qu'elle devrait l'être. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de rendre cette grille contraignante. Donc, les propriétaires seraient obligés d'appliquer les loyers qui sont indiqués dans cette grille. Et on propose aussi, en fait, de geler les loyers de référence qui sont utilisés à l'heure actuelle, puisqu'ils sont déjà bien plus élevés que ce qu'ils devraient être, et qui ne puissent plus évoluer que suivant alors l'indexation. Comme ça, on met un stop à cette flambée des loyers à l'heure actuelle. On propose dans le même temps de mettre en place une commission paritaire locative qui s'occuperait de faire appliquer la loi et de régler aussi les litiges si le propriétaire et le locataire n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le loyer à payer, mais elle aurait un caractère contraignant. C'est-à-dire que cette commission paritaire détermine le loyer qui peut être demandé, et alors c'est ce loyer-là qui doit être appliqué. Avec cette proposition, il y aurait environ 70% des loyers qui seraient touchés avec une baisse. Et donc, on a fait déjà des simulations, et donc, voilà, ça va de 25 € à 100 € ou 250 € de baisse des loyers par mois, et certainement pour ceux qui sont mis en location à l'heure actuelle. Et donc, c'est pour nous aussi une manière efficace de rendre du pouvoir d'achat aux familles, et c'est une mesure, comme je le disais, qui coûte peu au pouvoir public, et donc qui pourrait être mise en place assez rapidement.
Alors, comment est-ce qu'on veut mettre ça en place? Donc, évidemment, on a déposé une proposition de loi au Parlement bruxellois qui sera discutée probablement dans les mois à venir. Mais en parallèle de ça, on a aussi lancé une campagne sur le terrain. On a une pétition. Et donc, ça nous permet, donc on l'a mis en ligne, ça c'est une chose, mais on l'utilise aussi pour aller à la rencontre des gens sur les marchés, dans les quartiers à Bruxelles, pour sensibiliser la population, faire connaître la proposition, montrer qu'elle peut fonctionner puisqu'elle existe déjà dans d'autres villes en Europe, de répondre aux questions aussi que les gens se posent sur l'encadrement. Donc, on va sur les marchés, on va à la sortie des métros, on va vraiment dans les endroits de rencontre. Et donc, on espère qu'on pourra le faire d'autant plus dans les mois à venir avec le déconfinement. Ça nous permet aussi de tenir au courant les gens de notre campagne. Et donc, on fonctionne avec ce qu'on appelle des samedis rouges, c'est-à-dire que c'est des samedis où on va avec tous nos militants en même temps dans les rues à la rencontre des gens. Alors, on espère d'atteindre assez rapidement 10 000 signatures de la pétition et puis on continuera encore après. On a toute une série de matériel, des affiches, des dépliants pour discuter avec les gens. On réalise aussi des vidéos pédagogiques qu'on partage sur les réseaux sociaux pour faire connaître la campagne. Et puis, on va également discuter avec les associations de défense du droit au logement. On a des rencontres aussi avec les syndicats, effectivement. Pour nous, c'est aussi très important d'avoir des contacts avec eux parce que ce sont effectivement des organisations qui peuvent bien mobiliser aussi les gens sur la question du logement. Et alors, dans les conseils communaux des communes qui se trouvent dans la région bruxelloise, on veut aussi déposer des motions avec nos élus dans ces conseils communaux pour aussi mettre la pression sur le gouvernement régional pour qu'il applique l'encadrement des loyers. Et donc, on sent, voilà, sans cette pression du terrain, on ne fera probablement pas bouger les lignes du gouvernement régional. Et donc, elle est vraiment nécessaire en parallèle de la proposition qu'on a déposée pour qu'on puisse y arriver. Et donc, notre optique est vraiment d'utiliser tous les leviers possibles pour que cette pression soit la plus efficace et qu'on puisse mettre en place l'encadrement à Bruxelles. Voilà, je vous remercie. Recht herzlichen Dank, Françoise, für deine Ausführungen. Merci beaucoup, Françoise. C'était vraiment intéressant de prendre connaissance de la situation dans la région de Bruxelles-Capitale. Je pense que on pourra y revenir dans quelques instants. Vous allez peut-être pouvoir vous inspirer aussi de ce qui sera dit par les autres participants. Ce ne sera pas la dernière réunion de ce genre. On va tenter vraiment d'intensifier notre coopération dans les mois à venir. L'idée, c'est d'apprendre à nous soutenir mutuellement, à partager nos expériences respectives sur le terrain. Et on est vraiment intéressé par les campagnes que tu viens de mentionner, ces campagnes sur le terrain, justement, dans les différentes parties de Bruxelles, que ce soit le métro ou ailleurs. Maintenant, si vous le permettez, nous allons nous tourner vers le sud et passer à Madrid. C'est un plaisir de compter parmi nous bien, les représentants de Madrid. Alors, en tant que parti de gauche, eh bien, nous avons suivi la situation à Paris, pour commencer. Nous avons vu ce qui s'est passé à Paris, vu les résultats des travaux là-bas, et je voudrais faire preuve de solidarité à votre égard, vous aussi qui êtes à Madrid, et on espère que vous ne serez pas démotivés par la situation actuelle. En tout cas, la crise du logement, eh bien, c'est un élément qui peut aider les partis de gauche à trouver de nouveaux partenaires, à se serrer les coudes avec des partenaires, d'anciens partenaires, de nouveaux partenaires pour mettre en place de nouvelles dynamiques et créer de nouvelles synergies. Donc voilà, bien sûr, je fais référence à la ville de Madrid avec ses difficultés actuelles. Et à Madrid, eh bien, ils viennent de faire une campagne électorale inattendue et très impressionnante. C'était assez difficile dans cette nouvelle époque du Trumpisme, mais ils ont bien bossé à Madrid. Alors, qu'en est-il de la situation des logements, des loyers à Madrid? Eh bien, Alicia, je vais vous donner la parole. Vous êtes militante politique, avocate, membre de Izquierda Unida
et du parti donc communiste espagnol. Vous êtes ancienne vice ou adjointe au maire de Madrid et vous avez également été présidente du district de Chamartín, qui est un grand quartier de Madrid. C'est un quartier très intéressant, Chamartín, à Madrid, et je me réjouis d'écouter ce que tu vas pouvoir nous expliquer de la situation à Madrid et ce que tu peux nous parler de la vie à la madrilène avec les loyers qui sont pratiqués là-bas. Tu as la parole, Mauricio. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, je dois dire que nous avons le moral. Nous venons de sortir d'une campagne électorale de la communauté de Madrid, la région de Madrid, où la confrontation était très dure. Alors, nous souhaitions battre la droite, mais bon, nous avons au moins obtenu suffisamment de représentation pour poursuivre la lutte avec les outils nécessaires. Donc, vous m'encouragez, ça fait plaisir parce qu'on n'a pas réussi à battre ou aplatir la droite, mais on a quand même réussi à poursuivre nos travaux parce que nos travaux quotidiens sont essentiels. Aussi, et ce qu'on a vu dans le cadre de la campagne avec Unidas Podemos, en fait, avec nos collègues de Podemos, eh bien, nous avons constaté que nous avions beaucoup de soutien, notamment à titre individuel. Et on a souligné, grâce à cette campagne, eh bien, que beaucoup de personnes sont contre le droit à l'accès au logement à droite. Tout cela remonte aux luttes historiques au sein de la ville et de la communauté autonome de Madrid sur la question du logement. Il n'est pas nouvelle. Alors, pour aborder directement la thématique qui nous intéresse ce soir et en guise d'introduction, je voudrais encore souligner un point. Il faut savoir que dans la Constitution espagnole, le droit au logement n'est pas reconnu comme un droit fondamental. On en parle dans le cadre de politiques qui doivent être mises en place par les administrations publiques, car il y a un mais, c'est un droit programmé ou de programme. En d'autres termes, cela signifie qu'il n'y a aucune garantie juridique derrière ce droit, aucune garantie réelle non plus, qui permettrait d'aider les gens. Et donc, le travail que nous réalisons est fondamental à nos yeux et avec un grand objectif qui est celui de progresser pour obtenir plus de garanties. Parce qu'à ce jour, nous n'avons pas les garanties nécessaires. Bon, ce n'est pas le seul droit qui est ainsi bafoué chez nous. Le droit à la protection sociale et économique ne sont pas non plus reconnus chez nous. Ce sont des droits qui doivent être repris parce qu'ils sont repris actuellement, enfin plutôt laissés de côté par le modèle socio-économique qui a été mis en place en Espagne. Alors, à côté de cela, il faut savoir que les compétences en matière de logement sont réparties chez nous. Elles sont réparties entre le gouvernement central, entre les autorités régionales, qu'on appelle les communautés autonomes, et les mairies. Donc, 3 niveaux, ce qui crée encore une grande complexité en la matière, parce que la coopération est indispensable entre les 3 niveaux. Donc, le gouvernement central doit garantir un cadre législatif qui permette de réaliser les politiques de logement. Les autorités des communautés autonomes, c'est-à-dire les régions, ont pour compétence la promotion du droit au logement, c'est un élément clé, et les mairies, pour leur part, eh bien, dans leur cadre d'action, ont la gestion des entreprises municipales du logement, des sociétés municipales du logement, et c'est surtout la gestion des services sociaux qui sont ceux qui, à leur tour, doivent garantir une alternative en termes de logement et la coordination de cette politique. Donc, on se retrouve avec 3 niveaux de pouvoir, 3 niveaux de pouvoir qui doivent être coordonnés. Alors, il faut vraiment le comprendre pour voir la suite. L'expérience au niveau des municipalités à Madrid, l'expérience à laquelle j'ai pu participer, eh bien, est la suivante. Il faut savoir qu'à Madrid, nous avons récupéré le pouvoir entre 2015 et 2019, mais avant cela, nous avons été exclus du pouvoir par la droite pendant 20 ans.
Et au cours de cette période, eh bien, cela a eu un grand impact sur les politiques publiques. Donc, notre expérience de gestion municipale du logement est la suivante. On peut faire beaucoup de choses, ça c'est une première conclusion. Par exemple, nous avons beaucoup investi pour récupérer le pouvoir de construire des bâtiments, des logements publics. Nous avons élaboré des programmes pour contacter les propriétaires privés et faire en sorte que les logements vides soient mis sur le marché, qu'ils soient mis en location, avec une sorte de retour, un renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire qu'on pouvait garantir certains avantages si les propriétaires proposaient des prix modérés. Aussi, nous avons travaillé sur un ensemble d'accords avec les banques, ces banques qui avaient souffert de la crise des hypothèques, des banques qui étaient devenues propriétaires de beaucoup de logements que les gens n'avaient pas pu payer. Donc, les banques avaient saisi. Donc, on a trouvé des accords avec ces banques pour qu'elles remettent sur le marché ces logements et que ces logements soient mis à disposition de personnes qui en avaient besoin. Donc, on a une grande marge de manœuvre à Madrid avec les municipalités. Maintenant, nous avons pris des mesures contre la gentrification, contre la mise en place de logements touristiques qui ont créé une pression supplémentaire, surtout vers le centre de la capitale. Et bien sûr, l'idée, c'était d'intervenir sur les loyers et de pénaliser les logements vides via une taxe municipale. À partir de là, nous nous sommes dit qu'il fallait changer la réglementation au niveau de l'État. Alors ça, c'est très important et il faut en tenir compte. Vous savez très certainement, depuis l'an dernier, depuis 2020, Unidas Podemos a trouvé un accord avec le Parti socialiste pour gouverner, donc au niveau de l'État. Donc, nous avons soumis au niveau du gouvernement un ensemble de propositions qui ne correspondaient pas, qui ne répondaient pas directement à ces faiblesses que nous avions détectées sur le marché. Nous avons décidé d'intervenir sur la réglementation. Nous avons proposé d'intervenir en matière de réglementation des prix des loyers. Réglementation des loyers. Alors, nous avons rencontré un problème parce que nous avons débuté les travaux au gouvernement en janvier 2020 et on s'est tout de suite retrouvé en pleine pandémie. Donc, le programme du gouvernement a dû être adapté. Il a dû être adapté aux besoins requis par cette situation d'urgence. Donc, nous avons dû fixer des priorités sur deux mesures. Premièrement, un moratoire concernant les expulsions, concernant la situation des personnes ne pouvant pas payer leur loyer pendant la pandémie, donc on ne pouvait pas, il était interdit d'expulser. Et une autre proposition, une autre mesure liée au salaire minimum vital, comme nous l'appelons chez nous, qui implique une aide octroyée aux gens pour payer les frais, leurs factures d'énergie, par exemple. Tout cela est lié eh bien, au respect de la dignité et au respect de l'accès pour ces personnes au logement. Ce sont des mesures palliatives, bien sûr, qui nous ont obligés à refixer de nouvelles priorités. Alors, chez Unidas Podemos, nous n'avons pas oublié cette ambition de mettre en place des mesures plus structurelles et structurées. Donc voilà, nous y réfléchissons maintenant. Et pour répondre aux questions posées par les organisateurs de ce débat, je dois dire que le processus chez nous ne sera pas simple. Au gouvernement, nous avons déjà un débat assez dur. Alors pour nous, c'est quelque chose de fondamental. On doit pouvoir avancer sur ces questions. Maintenant, le Parti socialiste aujourd'hui
veut nous faire comprendre que ce genre de mesures passerait mal au niveau européen. Les aides que nous étudions vont être fondamentales pour le processus de reconstruction de la société espagnole. Alors, on ne le dit pas ouvertement, mais on ressent cette réticence, notamment pour que le ministère des droits sociaux, le ministère qui est un de nos portefeuilles, eh bien, que ce ministère puisse prendre les rênes du projet avec le ministère responsable des questions de logement. Donc, ils ne veulent pas donner plus de pouvoir au ministère des questions sociales, des affaires sociales. Alors, pour un mouvement politique comme le nôtre qui veut la transformation sociale, eh bien, aller au gouvernement, c'est une chose, mais on ne peut pas, parce qu'on va au gouvernement, abandonner notre lien proche avec les organisations sociales. Donc, nous nous sommes engagés, nous avons décidé de participer au gouvernement, tout en sachant que nous comprenons parfaitement l'impatience et les mobilisations que nous voyons dans différents secteurs. Des secteurs qui demandent, exigent l'exécution de mesures qui avaient été envisagées dans ce paquet de mesures prévues pour cette législature entre nos deux partis politiques au pouvoir. Donc voilà, on se retrouve en fait maintenant dans une situation difficile, comme partout j'imagine. Toutes les forces politiques ici présentes savent ce que signifie gouverner en coalition, mais pour nous, c'est quelque chose que nous n'abandonnerons pas. Nous voulons encore avancer sur ces questions. Il y avait encore une autre info qu'on disait tout à l'heure. Alors, en Espagne, ce n'est pas 80% de logements alloués, c'est 22% en fait. 22% du parc immobilier est mis en location. En fait, on a chez nous la question du concept de l'urgence. En fait, c'est quelque chose qu'on a vu pendant la pandémie. En fait, 32 000 personnes se sont retrouvées sans foyer, sans toit. Et un très grand pourcentage de la population espagnole consacre plus de 40% de ses revenus au logement. Nous avons 12 millions de personnes qui font face à un risque d'exclusion sociale en Espagne, 12 millions, et notamment des secteurs très précarisés comme les jeunes. On a un chiffre qui fait peur. 18,5% de la population de 18 à 29 ans s'est émancipée de ses parents. Seulement 18% des jeunes jusqu'à 29 ans volent leurs propres ailes en Espagne. Et le parc immobilier public ne représente que 2% du parc espagnol. Alors, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est lié à un modèle. Un modèle qui a été mis en œuvre suite aux politiques néolibérales des gouvernements socialistes et populaires de droite, mais les socialistes y ont contribué. Donc, en fait, on a encouragé les gens à acheter des logements en permettant certains dégrèvements, etc. Donc, les gens sont devenus obsédés par l'acquisition. Les gens veulent vivre chez eux, être propriétaires, ce qui a créé une énorme bulle de l'immobilier. C'est ça qui a causé les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en Espagne, parce que d'une certaine manière, l'Espagne est un pays soumis au capitalisme de la brique. Et donc, pour tout cela, il est important d'avancer sur ces questions. Quand je le dis, c'est notre expérience au niveau des municipalités. Bien, les mesures au niveau du terrain sont importantes, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur un nouveau système de réglementation au niveau de l'État. Nous savons que cela va générer de grosses discussions avec la droite, bien sûr, avec les grands propriétaires, mais aussi au niveau de la jurisprudence, cela va poser un problème quand on va remettre en question l'évolution du marché. Voilà, je vais en rester là. C'est une introduction assez générale. J'espère avoir pu clarifier la situation à Madrid et vous démontrer que pour nous, il est très important d'avancer avec ces instruments légaux qui vont nous permettre de progresser pour améliorer le droit au logement. Merci de votre attention. Mauricio, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich würde gerne jemanden
das Wort. Merci. Merci infiniment pour votre intervention. Alors, je voudrais maintenant vous donner la parole afin de voir si vous souhaitez poser une question directement. Je vois que Ana Fernandez aimerait intervenir. Je vous en prie, vous pouvez directement poser votre question. Merci beaucoup. Je suis en Argentine actuellement. J'ai un diplôme de droit de l'Université de Barcelone. Je suis une militante. Je défends les droits au logement en Amérique latine, mais également en Europe, lorsque je suis en Europe. Alors, par rapport à l'intervention de Mauricio, le fait que le droit au logement n'est pas reconnu dans la Constitution espagnole, je pense qu'il est important vraiment de replacer cette lutte dans la bonne terminologie. Ce n'est pas uniquement un sujet que l'on retrouve dans les programmes. L'Espagne a signé des traités internationaux qui reconnaissent le logement comme droit humain et je pense qu'il est peut-être dangereux de commencer à parler des droits de l'homme comme étant des droits que l'on retrouve dans des programmes, tout simplement. C'est très dangereux par rapport à l'efficacité. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je vous le dis évidemment très gentiment, je pense qu'il est important de continuer à progresser, de lutter pour défendre ce droit social. En tant que membre d'organisation de la société civile, j'aimerais vraiment m'adresser à vous tous, les politiques. Accompagnez-nous dans cette lutte. Je pense qu'il est important, effectivement, de bien étudier ces différentes questions. Ce n'est pas uniquement une question idéologique. On voit effectivement qu'il y a peut-être une obsession là. On veut vraiment être propriétaire d'un logement. Mais vous voyez très bien que lorsque l'on n'est pas propriétaire, c'est pas forcément un drame. Et je pense que cette situation que nous voyons, eh bien, c'est tout simplement parce que nous avons une bulle immobilière qui est générée par le manque de réglementation par les grandes sociétés immobilières qui ont les finances et nous sommes là dans cette culture mondiale. Et donc, je pense que au niveau européen, au niveau international également, il faudrait vraiment faire avancer les réglementations dans le domaine du financement. En tous les cas, dans les organisations de la société civile, je pense qu'il est important de démocratiser l'accès à la propriété privée, le sol, le terrain, les terres, mais également les bâtiments. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a aujourd'hui de nouveaux esclaves modernes et je voulais tout simplement revenir sur ce point. Essayons d'être beaucoup plus nuancés parce que nous sommes là pour venir en aide aux différentes familles. Nous voyons que les États n'ont pas la possibilité de garantir cet accès aux différents loyers. On se retrouve parfois dans des situations vraiment très difficiles et très violentes. On voit que les jeunes aimeraient vivre leur vie, aimeraient être émancipés, ne pas rester chez leurs parents. Donc voilà, je pense que c'est un problème qui touche énormément de citoyens et donc je voulais tout simplement vous faire cet appel. Je suis ici également pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très préoccupés parce que nous voyons ce discours de renonciation débouche sur une plus grande concentration des immeubles dans les grandes capitales. Et nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas être les esclaves de ceux qui dominent, de ceux qui ont le pouvoir sur le territoire. C'est une attaque à la démocratie également. Nous voyons ce qui se passe dans les grandes capitales. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que cette question de la démocratisation, effectivement, de logement doit être abordée.
C'est probablement un sujet qui va être abordé dans la deuxième intervention. Demander ça sans parler. Am besten ist es im Chat einfach seinen Namen reinschreiben, dann können wir den Namen. Je pourrais peut-être vous demander également de poser vos questions dans la messagerie et je sais que mon collègue Roland Kulke va dresser une liste des demandes de parole. Donc, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Je vais essayer de prendre connaissance de la liste des interventions. Ah, pardon, je ne la vois plus, mais je pense qu'il y avait une demande d'intervention et 2 questions notamment. Où lève-t-on la main? Est-ce que je ne vois pas le pourrais signe. vous demander d'être assez concis, s'il vous plaît, dans vos questions? Mais je ne vois pas où je peux prendre la parole. Non, vous ne devez pas nécessairement utiliser la fonction de la main. J'ai pris bonne note de votre nom et je vous appellerai. D'accord? Alors, je peux peut-être donner la parole à Peter Hermann, qui, je pense, souhaitait poser 2 questions. Peter Hermann, vous avez la parole. Merci de bien vouloir allumer votre micro, s'il vous plaît. Par rapport à la première contribution, de passer au niveau fédéral, est-ce qu'il ne faudrait pas alors porter cette question encore plus haut, au niveau des Nations Unies? Je pense que l'on devrait essayer de faire en sorte que les Nations Unies exercent une pression sur le niveau fédéral, simultanément à la pression exercée par le niveau local et régional. Je vois ce qui se passe à Berlin. Nous avons le Deutsche Wohnen, qui est un très grand investisseur en Allemagne. Il travaille avec Airbnb et des organisations semblables. Et puis, vous avez la situation au niveau micro. Et là, nous voyons une situation véritablement désastreuse. Ce sont des personnes qui parfois vivent à 14 dans une petite pièce ou dans un petit logement. Ça, je pense que c'est vraiment la réalité. Et cette réalité dépasse ce que l'on peut voir dans les statistiques. La question des droits de l'homme, c'est la question générale et essayons de voir alors ce qui se passe dans la réalité. Quelles sont les violations des droits de l'homme au niveau du logement, mais au niveau de l'éducation également? Comment les enfants, par exemple, auraient-ils la possibilité de grandir et d'étudier correctement dans un logement qui est surchargé? Voilà, moi je pense qu'il faudrait essayer de formuler nos demandes sous cet angle-là. Peter, vielen Dank für deine Frage. Ich finde auch die Verknüpfung, also so wie du sie jetzt auch... Merci beaucoup. Effectivement, vous établissez là un lien entre le problème du logement et l'éducation, par exemple, et d'autres domaines. Patricia, maintenant, je vous en prie. Merci beaucoup. Je suis Manuela Kropp, je fais partie de la gauche en Allemagne, mais je vis à Bruxelles. Moi, j'avais une question par rapport au marché du logement et le lien avec la protection de l'environnement. Le secteur du logement, effectivement, est un secteur qui doit encore vraiment s'améliorer lorsque l'on pense à l'efficacité énergétique des bâtiments, par exemple. En Allemagne, les coûts de rénovation, les coûts d'isolation, par exemple, des bâtiments sont vraiment très, très élevés. Et très souvent, ils sont à assumer par les locataires. Alors, je ne sais pas si vous auriez la possibilité d'intervenir sur ce sujet. Merci beaucoup.
René, sur ma liste d'abord. Merci, je fais également partie de la gauche et je siège dans le district de Kreuzberg au Parlement régional. Katina a donné énormément d'informations sur la situation à Berlin et je pourrais peut-être ajouter ceci. Nous avons des projets de logement développés par des investisseurs privés et à Berlin, nous avons la possibilité de les obliger à donner 30% du logement aux sociétés de logements sociaux. Voilà, bien entendu, cela ne permet pas de résoudre la totalité du problème, mais c'est une partie de la solution. En outre, il y a quelques années, nous avons vu apparaître une loi qui faisait en sorte que les bâtiments pouvaient rester vides et qu'il ne fallait pas nécessairement les occuper par des activités commerciales. Donc voilà, il y a un petit peu des développements là différents à Berlin. Et puis ensuite, je dirais qu'effectivement, nous devons vraiment lutter pour défendre ces droits et notamment le droit à l'achat. Que ce soit des maisons ou des appartements, par exemple. Je pense notamment à une situation dans laquelle on a pu acheter toute une série de logements. Il y avait des droits de préemption. Il y a effectivement quand même des petits progrès qui sont consentis. Évidemment, ils ne vont pas tout résoudre, mais nous voyons qu'il existe des possibles. La pression est bel et bien exercée par le niveau local et je pense que les citoyens sont prêts à se battre. On voit que ce dont nous avons besoin, c'est une interaction entre les populations et nos partis. Nos partis de gauche sont probablement les partis qui ont le bon profil pour défendre ces droits au logement. Alors, j'ai bien entendu dans la présentation sur Paris la transformation de bureaux en logements. C'est une très très belle idée. C'est vrai que à Berlin, les loyers commerciaux et les loyers des bureaux continuent à augmenter. Même si les gens disent qu'ils n'ont plus besoin de bureaux, malheureusement, on voit que les loyers continuent vraiment à augmenter. Bon, pourtant, vous le savez, nous sommes dans un contexte de pandémie. Donc voilà, malheureusement, nous voyons qu'à Berlin, on construit encore des immeubles de bureaux. Et ça, c'est un véritable problème pour nous. J'aimerais dire que les sociétés de logement comme Deutsche Wohnen, par exemple, procèdent à des expropriations également. Essayons peut-être de recueillir le plus grand nombre possible de signatures sur nos pétitions. On pourrait peut-être ainsi influencer le cours des choses au niveau politique et voir s'il n'est pas possible d'exproprier justement de grands groupes immobiliers. Bon, la pétition ne dit pas comment on va y arriver, mais en tous les cas, c'est un des objectifs de cette pétition et je pense que c'est une bonne chose parce qu'en tous les cas, on arrive à attirer l'attention de la population et des politiques également. Bien, merci beaucoup René pour vos interventions. Merci beaucoup d'avoir abordé effectivement le terrain et les bâtiments également. Je voudrais maintenant donner la parole à José, parce que je pense qu'il avait une question à poser. José Garcia, je vous en prie. Merci. J'ai beaucoup de questions à poser, mais je ne vais pas les poser ce soir, puisque vous nous avez fait part qu'il y avait une volonté des organisateurs de continuer le débat. Moi, je voulais plutôt m'inscrire dans la lignée de Madame, si je rappelle bien son nom, Anna Fernandez,
qui donc travaille en Amérique latine et apparemment en Espagne aussi, si je l'ai bien compris. Et donc, je voulais effectivement vous parler de quelque chose qui me semble fondamental, à savoir l'abolition du locariat. Donc, pour nous, il est clair que être locataire toute sa vie est, dans le cadre actuel d'une société, je dirais, capitaliste, est totalement aberrant. Et donc, nous sommes, aussi étrange que cela puisse paraître, pour l'abolition du locariat. Et donc, nous plaidons pour un accès à la propriété de l'ensemble de la population, y compris, évidemment, la population la plus pauvre aujourd'hui. Dans la plupart de nos pays européens, c'est ce qu'on appelle pudiquement les revenus moyens ou les classes moyennes qui ont eu massivement des aides de l'État pour accéder à la propriété. Donc nous pensons que ça c'est le bon signal, la bonne solution. Et évidemment nous mettons une condition. Et la condition, c'est que les pouvoirs publics en général doivent garder la maîtrise du foncier. Donc, dans notre esprit, on ne vendrait que ce qui est construit. On ne vendrait jamais le sol. Évidemment, je pourrais, dans une autre, éventuellement, à une autre occasion, développer les raisons, mais enfin, elles me semblent relativement évidentes. Donc, pour disons, ne pas abuser trop de votre temps, je pense que la gauche doit non pas voir la solution de l'habitat comme uniquement au niveau du statut du locataire. Bon, évidemment, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, il faut agrandir et élargir les droits des locataires, mais je reste convaincu que être propriétaire d'un bien est la meilleure manière et la plus économique pour tout le monde d'accéder donc à un véritable droit à l'habitat. Je pense par exemple, et je terminerai par là, que toutes les statistiques démontrent que quand on est propriétaire, comme par hasard, on est moins malade. Quand on est propriétaire, comme par hasard, la constitution de l'ensemble de nos pays garantit qu'on ne puisse pas lui enlever cette propriété sans un juste et préalable dédommagement. Bref, il y a toute une série de droits liés à la propriété qui me semblent être tellement intéressants pour l'ensemble des humains et des citoyens que nous sommes, que nous ne devons jamais oublier cet aspect-là et dépasser donc cette histoire-là de aider les locataires, etc., même avec des Vielen Dank für deine Anmerkung zum Wohnungseigentum. Ich glaube, dass diese Frage insofern auch ganz wichtig ist. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos remarques sur la propriété. Effectivement, c'est une excellente intervention et nous devons effectivement trouver d'autres voies possibles. C'est un défi évidemment pour les villes dans lesquelles vous avez 80% de location. Et donc je pense qu'il faudrait se concentrer sur cette question, effectivement, et ne pas perdre cela de vue. Alors, je poursuis ici dans ma liste des demandes de parole. Lisa, je pense, dans un premier temps. Ah, pardon, j'ai mal prononcé votre nom. Et Jotte Loria également, désolé si j'ai mal prononcé votre nom. Ou Patricia, dans un premier temps. Bonjour, je suis Patricia. Je travaille à Lisbonne et je pense que l'expérience portugaise est quelque peu différente des autres pays européens. La propriété est vraiment bien répandue dans notre pays, mais cela ne permet pas de contrôler les prix. Having
Et cette situation, finalement, n'est pas particulièrement favorable non plus. Je dirais que cela crée davantage de dettes privées envers les banques. Il y a forcément un sacré marché de l'immobilier. Et nous avons chez nous vraiment un historique déjà très ancien de plafonnement des loyers. Ça existe chez nous depuis vraiment très très longtemps. Pendant le XXe siècle, je dirais pendant près de 100 ans, nous avons appliqué ce plafonnement et nous avons créé des incentives également par rapport à la propriété privée parce que c'était une façon de perpétuer le système. Et puis, voilà, je pense que nous sommes maintenant dans la même situation que les autres villes européennes. Les prix flambent. Nous avons de façon générale un parc immobilier vraiment assez dégradé. Les propriétaires, je dirais, n'avaient pas nécessairement suffisamment d'argent pour maintenir les bâtiments en bon état. Et nous sommes confrontés aux mêmes problèmes liés à Airbnb, par exemple, la construction d'immeubles de bureaux, les mêmes problématiques. Donc, très sincèrement, d'après l'expérience portugaise, je ne pense pas que la propriété privée soit vraiment la réponse. Moi, je pense qu'il faut créer un marché de la location, mais surtout un marché de la location abordable, un marché sur lequel les citoyens pourront vraiment trouver de quoi se loger sans avoir à débourser plus de 30% de leur salaire. Voilà. Je voulais tout simplement partager avec vous la réalité de mon pays et la réalité de ma ville qui est assez différente. En tous les cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et merci beaucoup d'avoir organisé cette réunion qui est fort intéressante. Eh bien, Patricia de Lisbonne, merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour votre contribution à ce débat. Alors, effectivement, je voudrais vraiment que l'on garde le contact avec vous. Laurier, à vous maintenant. Du müsstest dein Mikrofon... Ah, wunderbar. Alles klar, jetzt können wir dich gut hören. Jetzt ist es wieder aus. Non. Merci beaucoup. Je suis Jan Laurier. Je viens des Pays-Bas. J'ai été adjoint au maire dans une des plus grandes villes des Pays-Bas. President of the Union of Tenants in the Netherlands. Pendant 12 ans, j'ai été à la tête du syndicat des locataires aux Pays-Bas. Et lorsque je suis devenu le vice-président de l'Union internationale des locataires, donc j'ai pu analyser la situation et je voudrais partager avec vous quelques remarques, si vous me le permettez. Alors, je m'entends deux fois, je m'entends en écho, c'est un petit peu compliqué. Alors, une petite remarque, vous pouvez peut-être couper la langue originale. Oui? Bon, je vais continuer en anglais, si vous le voulez bien. Je pourrais également m'exprimer en français, mais voilà, je continue en anglais. Alors,
La difficulté liée au logement en Europe, en tous les cas, ça c'est mon point de vue, c'est un petit peu comme le Titanic. J'ai l'impression que dans les différents pays, on essaye là d'inonder un petit peu les différents problèmes dans les différents pays européens, que ce soit dans les pays d'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, ou même ici en Europe chez nous. Il y a énormément de problèmes et je pense qu'il est important de trouver une coalition pour pouvoir aider les citoyens. Voilà, ça c'est ma première remarque. C'est vrai que je viens dans un premier temps du Parti communiste. Nous voyons qu'il y a quand même de plus en plus de différences maintenant entre les différents partis de la gauche. C'est un problème qui est lié, je pense, au système néolibéral. Chez nous, les citoyens qui souhaitent obtenir un logement social doivent parfois attendre jusque 10 ans. Dans les villes à forte densité, c'est un véritable problème. Et puis ensuite, il faut savoir qu'il faut également agir dans la lutte contre le changement climatique. Tout cela, évidemment, génère également des coûts supplémentaires pour les locataires, ou même pour les propriétaires d'ailleurs. Alors, Patricia d'ailleurs a soulevé ce point et a posé une question. Et je pourrais peut-être partager avec elle ce que l'association néerlandaise des locataires pense sur ce point. Nous avons essayé de travailler avec le ministère en charge du logement et nous avions dit que nous voulions avoir une garantie. À savoir que ce que vous gagnez lorsque vous prenez des mesures favorables à l'environnement, vous devez les perdre au niveau du coût de l'habitation pour avoir un accord sur une certaine neutralité. À ce moment-là, j'étais le président du syndicat des locataires et voilà, c'est quelque chose qui avait été abordé il y a 8 ans. Donc, les coûts pour les locataires ne devaient pas augmenter si, par exemple, il fallait réaliser des investissements pour améliorer, par exemple, les bâtiments au niveau de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si je ne m'abuse, je pense qu'en Allemagne, on dit qu'il y a 1/3 des coûts pour le gouvernement, 1/3 pour les propriétaires et 1/3 des coûts doit être abordé ou doit être assumé par le locataire. Alors, bon, on voit que les gens ne sont pas contents, ils sont opposés alors aux investissements qui doivent être faits pour essayer de lutter contre le changement climatique. On voit évidemment que cela appauvrit également les locataires parce que ça va générer des coûts supplémentaires pour eux. Donc, je pense qu'il est vraiment très, très important de trouver ce genre de solution dans les autres pays, évidemment. Vous avez cette situation des logements sociaux, des logements publics. Parfois, ce sont deux choses différentes. J'ai bien entendu l'intervention de Yann. J'avais le sentiment que les deux concepts étaient quelque peu mélangés. Et puis enfin, une troisième remarque de ma part par rapport à ce que José Garcia a dit par rapport à la propriété, le fait d'être locataire. Effectivement, on peut avoir ce débat. Nous l'avons vu aux Pays-Bas, la priorité de la propriété place finalement les locataires dans une meilleure situation. L'idéal, c'était d'être propriétaire. Moi, je pense qu'il faudrait
élaborer des politiques grâce auxquelles, eh bien, vous seriez sur un pied d'égalité. Il y aurait une neutralité finalement. Que vous soyez propriétaire ou locataire, ça devrait être la même chose. Si par exemple vous prenez une hypothèque sur la propriété d'une maison, bon, forcément, vous allez recevoir toute une série de textes, mais tout s'effondre lorsque la crise financière passe par là. Donc, je dirais que nous avons peut-être besoin d'un pied d'égalité. Si nous voulons améliorer la situation à l'avenir, eh bien, il faut que être locataire ou être propriétaire soit la même chose. Vous ne devriez pas, je pense, faire face à de grandes différences, que vous soyez propriétaire ou que vous soyez locataire. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, on constate qu'il y a de plus en plus de contrats très flexibles. Eh bien, vous devriez avoir la possibilité, je dirais, de passer d'une situation à l'autre et de ne pas nécessairement être bloqué ou être coincé dans une situation dans laquelle vous êtes propriétaire toute votre vie ou une situation dans laquelle vous êtes locataire toute votre vie. Ça va un petit peu également avec l'air du temps. Merci beaucoup. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch einen Redner. Merci beaucoup. Alors, on a encore une demande de prise de parole. Alors, désolé, j'avais pas bien proposé votre prénom, Laurent, c'est ça? Je voudrais vous donner la parole maintenant, en fait. Et ensuite, et puis avancer et faire un dernier tour de table. Laurent, je ne te vois pas. Es-tu là? Peux-tu nous faire signe, dire que tu as une question? Lorraine, c'est Lorraine. Ok, voilà, Lorraine. Voilà, vous me voyez très bien. Donc, c'était Lorraine et pas Laurent. J'ai posté mon commentaire dans le chat. Mais je pense que c'est quand même utile d'en parler de vive voix. Je viens d'un comité sur les droits et je vous représente l'Afrique du Sud. Alors, il est intéressant d'entendre la perspective européenne sur cette question. J'ai quelques commentaires. Alors, nous avons chez nous un droit constitutionnel au logement, mais notre jurisprudence porte sur les exclusions illégales, y compris sur des squatteurs. Nous avons aussi un moratoire sur les exclusions et les expulsions pendant la COVID. Et les statistiques nous disent qu'environ un quart des foyers dans le pays sont locataires. Il y a beaucoup de types de locations, notamment des locations informelles. Alors, nous avons un programme de logements sociaux, mais très réduit, qui ne couvre pas la classe moyenne ou les foyers précaires. Comme l'a dit l'orateur tout à l'heure, ce n'est pas un logement public, parce qu'on n'a pas de logement public. Le logement public a été vendu au début des années 90. Alors, en fait, on se retrouve avec des appartements qui sont des investissements en capital, pas de la gentrification dans le centre des villes. Donc, on arrive maintenant à attirer des investisseurs dans les centres-villes. C'est une préoccupation clé pour les municipalités. Donc, elles ne sont pas du tout intéressées par la protection sociale et par des logements au loyer abordable. Donc, on fait face à une asymétrie sur le marché. En fait, il y a beaucoup de chômage dans le pays et beaucoup de gens n'ont pas la capacité de payer. Donc, on fait face à un défi permanent qui est celui de l'apartheid aussi. Et donc, les gens auront la possibilité de se payer un logement dans la périphérie, mais c'est pas là qu'on trouve un emploi. Donc, il y a un décalage géographique dans le pays. Donc, maintenant, nous sommes préoccupés par la situation dans la ville de Johannesburg. Nous voulons plus de logements publics et des logements subventionnés. Et les gens rigolent, nous rigolent au nez quand on leur en parle. Parce qu'ils sont intéressés par les investisseurs, ils veulent attirer les investisseurs en ville.
Autre chose dont on parle beaucoup chez nous en Afrique du Sud, c'est savoir que le monde politique n'est pas très réactif. En Afrique du Sud, le Parti communiste est en alliance avec le parti au pouvoir. Et donc, l'échiquier politique n'est pas bon pour nous. On doit faire de la politique en dehors de la politique formelle. On doit travailler avec des organisations. Il y a des mouvements de personnes qui luttent. Il y a des gens qui tentent de réaliser différents mouvements dans la ville de Johannesburg. Mais la situation est difficile. Pour ce qui est de la propriété, là, on a la promesse politique de la propriété. Beaucoup d'Africains du Sud n'ont pas eu le droit à la propriété pendant l'apartheid. Maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont toujours pas les moyens de s'acheter quoi que ce soit. Et s'ils n'ont pas moyen, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à des programmes de subventionnement ou de subvention aussi. Donc, mon dernier commentaire, c'est que à Johannesburg, on a un programme de financement qui couvre 3,5 à 4 millions d'opportunités de logement, comme on les appelle chez nous. On parle d'opportunités, on ne parle pas d'unité. On ne sait pas si on a vraiment construit les bâtiments promis. En tout cas, il y a une manne publique qui est là pour construire des logements à vendre, à mettre en vente ensuite. Voilà, merci. En tout cas, c'est très intéressant pour moi de vous suivre. Lorraine, merci beaucoup. Désolé pour la prononciation. Eh bien, c'est un plaisir de voir ce qui se passe aussi ailleurs. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler à l'avenir. Et maintenant, je pense à une chose. C'est la discrimination. Françoise en a parlé, si je me souviens bien, sur le marché du logement. Et finalement, la discrimination, c'est quoi? Qu'en est-il de la discrimination en Allemagne? Je vais demander peut-être à Mauricio de réagir aussi pour Madrid. Yann aussi. Merci. Pourriez-vous répondre à la question de la discrimination lorsque vous cherchez un appartement? Parce que je pense que la discrimination est importante. Merci à toutes et à tous. En tout cas, c'est intéressant de vous entendre et il y a pas mal de réactions dans le chat. Moi, je vous propose de suivre l'ordre que nous avions déjà suivi pour débuter cette rencontre et pour écouter les commentaires de nos invités. Donc, on a Katrina, Yann, Françoise, Mauricio. Vous avez la parole avant que je passe à la conclusion. Katrina. Merci beaucoup. Alors, effectivement, toutes ces contributions sont très intéressantes. Alors, on peut en arriver à se poser des questions plutôt stratégiques. Ce sont des questions qui seront intéressantes pour de grands débats à mener dans les grandes villes à l'avenir. Questions sur la propriété, sur le logement. Ce n'est pas une question centrale à Berlin pour l'instant. Les conservateurs pensent que être propriétaire, ça leur permet d'investir, de louer ensuite. Et comment dire, ils veulent maintenir certaines communautés. Donc, alors évidemment, on se demande si tout le monde veut acquérir un logement, mais là, il y a un problème de terrain disponible, par exemple. Et donc, il faut se poser la question des ressources. Ces ressources doivent être investies dans des secteurs non commerciaux pour garantir du logement abordable à Berlin. Vous avez des gens qui viennent à Berlin, ils passent quelques années, puis ils repartent. Ils vont habiter ailleurs après un certain temps. Mais c'est toujours le problème pour les grandes villes, les grandes régions métropolitaines telles que Berlin. Les gens y vont, ne veulent pas nécessairement acheter un logement où ils vont y passer toute leur vie. On a déjà eu pas mal de discussions sur eh bien, finalement, les terrains mis à disposition pour construire dans la région de Berlin, ils sont très peu nombreux. Et il y a un débat public sur la question. Alors, vous savez, Berlin, c'est une ville très verte.
Et si vous avez un bâtiment d'un étage, on pourrait y faire un bâtiment de 3-4 étages. On peut travailler sur le haut. Mais le débat est très compliqué de toute façon, parce qu'on ne peut pas utiliser le sol. Je pense qu'avec la gauche européenne, on doit approfondir la question, mais pour l'instant, ce n'est pas une question stratégique. Construire plus de logements à vendre, ce n'est pas stratégique chez nous. Il faut travailler sur la rénovation énergétique et c'est ça qui est important en matière de lutte contre le changement climatique aussi. Enfin, c'est comme ça que nous le voyons. Alors, on voit que il y a des mesures qui permettent d'obtenir un bénéfice si l'on rénove les bâtiments pour en faire des bâtiments efficients d'un point de vue énergétique. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de bâtiments des années 60 et 70, en fait, chez nous, qui ont besoin d'une grosse mise à jour, une grosse mise à niveau. On se retrouve ici avec des programmes publics et on voit que les propriétaires, qu'ils soient privés ou publics, eh bien, ces propriétaires devraient eh bien, réaliser des rénovations pour plus d'efficience énergétique. C'est nécessaire en matière de changement climatique et pour le bien commun, pour avoir un air plus propre, de l'eau propre, sans polluants, des maisons sans amiante, par exemple, parce que finalement, ça aussi, c'est un droit fondamental. Vous savez, les propriétaires devraient remettre tout cela à niveau et pas les locataires. Merci, merci beaucoup, Katina. Merci pour tous ces commentaires. Et on se retrouve ici avec des questions. S'il y a d'autres questions sur la discrimination, on y reviendra, bien sûr. Maintenant, je vais donner la parole à nos autres invités. Pourriez-vous reprendre un point important sur lequel vous souhaitez insister avant de conclure? Yann, pour toi, quel est le point le plus important qui doit ressortir de ce débat? Je te donne la parole, n'hésite pas à allumer ton micro. Oh, sinon, on pourrait donner la parole directement à Françoise. Françoise, alors. Oui, je pense que on voit qu'on est un peu tous confrontés au même problème, d'avoir ces gros investisseurs qui viennent racheter du logement ou produire du logement très cher dans les grandes villes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui ressort très fort. On vit un peu tous les mêmes expériences et que de ce point de vue-là, on voit que les pouvoirs publics doivent intervenir pour freiner cette vente de la ville à ces gros promoteurs parce que ça rentre totalement en contradiction avec le droit au logement et la possibilité aux familles de pouvoir rester vivre dans les grandes villes. Ça, je pense que c'est le point essentiel. Et donc, dans ce sens-là, voilà, c'est pour ça que nous, on milite maintenant principalement sur la régulation du marché privé avec l'encadrement des loyers. Après, je pense que l'expérience de Paris est très intéressante sur la production de logements publics, qu'on arrive maintenant à 25% de logements publics. Alors, j'avais des questions justement par rapport à ça parce que il y a les logements sociaux, effectivement, d'un côté, et puis il y a un système de logement public avec des loyers qui sont plus élevés. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne à Bruxelles. Donc voilà, j'aurais voulu encore poser des questions à Yann là-dessus sur comment ça fonctionne un peu à Paris, mais en tout cas, on voit qu'il y a moyen de développer beaucoup plus fort des logements publics et qu'on en a besoin. C'est effectivement un pilier essentiel aussi dans nos grandes villes. Sur la question de la discrimination, puisque tu voulais que je revienne là-dessus, pour nous, elle apparaît à partir du moment où il y a une pénurie. C'est le gros problème. Et donc, c'est pas tellement qu'il y a une pénurie, en tout cas à Bruxelles, de logements dans l'ensemble. Donc, on produit suffisamment de logements chaque année pour loger des gens, mais on n'a pas de logements abordables. Ce marché-là, il est très petit. Et là, on a une offre qui n'est pas suffisante, on a une pénurie, et c'est ça qui crée la concurrence entre les locataires, c'est ça qui crée la discrimination.
Et donc, on a effectivement pour le marché, enfin le secteur des loyers les plus bas, des files d'attente et des demandes énormes de la part des candidats locataires, ce qu'on n'a pas évidemment quand on a une location à 1 500, 2 000 euros, qui pour Bruxelles est énorme. Et donc, c'est vraiment toute la question de beaucoup plus élargir le logement abordable. Et là, je rejoins un peu la vision de Paris. Il y a 2 piliers là-dessus, c'est développer le logement social et public, et puis il y a l'encadrement aussi sur le marché privé. Alors, sur la question de la rénovation, parce que ça, c'est effectivement fondamental aussi pour les années à venir. Donc, il y a d'une part, évidemment, les pouvoirs publics qui doivent investir beaucoup plus d'argent dans le logement public, dans le logement social pour le rénover. Donc, à Bruxelles, on a un parc de logement social qui est en très mauvais état. Donc, maintenant, c'est en train de bouger un peu au niveau de la rénovation, mais c'est très lent, vraiment très lent. Et on a laissé tellement pourrir les logements, on n'a plus investi pendant des années dedans, que maintenant, en fait, on doit les rénover complètement. C'est quasi les détruire et les refaire. Ce qui coûte évidemment très cher à l'heure actuelle au pouvoir public, alors que si on les avait entretenus convenablement depuis des années, on n'en serait pas là. Et puis sur le marché privé, là, parce que pour le moment, ça fonctionne avec un système de primes à Bruxelles. C'est-à-dire que, de nouveau, c'est de l'argent public qui est transféré vers le privé. Alors évidemment, on doit aider les petits propriétaires, ça c'est évident. Mais on a plutôt une vision d'un système de tiers payant. C'est-à-dire que on aurait, par exemple, une banque publique qui pourrait prêter l'argent aux propriétaires pour faire les travaux, mais on aurait quand même un système de renflouement, de retour de cet argent public dans cette banque publique, parce que maintenant, c'est un peu un puits sans fond d'argent public qui va vers le privé, mais on n'a pas de retour de ça. Si, on a évidemment la rénovation des logements, ça c'est sûr, hein, mais avec un système de tiers payant, on pourrait à la fois aussi que les pouvoirs publics récupèrent une partie de l'argent qu'ils ont investi. Mais là, on serait du coup gagnant-gagnant, les propriétaires seraient aidés, parce que maintenant, il y en a beaucoup qui ne savent pas avancer l'argent pour faire les travaux, et d'un autre côté, les pouvoirs publics ne seraient pas perdants non plus. Voilà, ça c'est un petit peu, nous, comment on voit les choses de ce point de vue-là. Mais voilà, ça nous semble important. L'aspect mobilisation de la population pour gagner toutes ces choses, pour nous, c'est aussi fondamental pour pouvoir y arriver. Françoise, ich danke dir für deine Worte. Ich würde auch Merci beaucoup, hein, Françoise. C'est très intéressant d'entendre tout cela.